m'appelle Adela Barboulescu. Je suis chercheuse en informatique et cofondatrice d'Imoface. Et bienvenue à tout le monde sur notre première session live organisée par Imoface. Donc, à côté de moi, c'est Alina Macavey, qui est psychologue clinicienne. Et on va discuter aujourd'hui de l'apprentissage socio-émotionnel. On va parler dans une première partie de son parcours et le développement socio-émotionnel chez l'enfant neurotypique, les outils qu'Alina utilise, l'importance des émotions. Et dans une deuxième partie, on va répondre à vos questions. Donc, je vous invite dès maintenant d'écrire dans les commentaires des questions qui vous intéressent et on va vous répondre à partir de ce moment-là. Merci beaucoup et Alina, merci d'accepter notre invitation et je te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à toi Adela pour l'invitation et merci beaucoup à Mayra. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous et à présenter ce live. Je vais parler aujourd'hui de mon expérience concernant le travail sur les émotions. Je vais commencer à me présenter brièvement. Je m'appelle Alina Macavey, comme vous avez bien compris, et je suis psychologue clinicienne de formation cognitive comportementale. J'ai travaillé avec des enfants autistes depuis 2007 en Roumanie dans une association qui s'appelait Association Autisme de Transylvanie. Et on avait beaucoup utilisé la méthode ABA et surtout l'approche Teach. Et aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne dans un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif, dans une section IMPRO. Donc, on accompagne des jeunes qui ont des âges entre 16 et 25 ans, qui présentent une déficience intellectuelle modérée et profonde et qui peuvent présenter, pas tous, mais une bonne partie, des traits autistiques. En parallèle, j'anime 2 ateliers autour des émotions. Un premier atelier avec des enfants neurotypiques en primaire et le deuxième atelier, c'est avec des collégiens. Ma présentation aujourd'hui va avoir 2 parties. Dans une première partie, je ferai une brève présentation théorique sur le développement socio-émotionnel et dans la deuxième partie, je vous montrerai les outils spécifiques que j'utilise dans mon travail sur les émotions. On va commencer, comme vous voyez bien dans les diapos, avec le développement socio-émotionnel et surtout le niveau biologique. Pour mieux comprendre et accompagner les enfants dans l'apprentissage socio-émotionnel, il me semble très important de connaître la façon dont se développent les différentes compétences fondamentales dans le cerveau humain. D'une façon très schématique, on peut dire que les cerveaux se divisent en 3 grandes zones. Donc, on a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau supérieur ou le néocortex. Comme vous pouvez voir sur le diapo, le cerveau limbique, aussi appelé cerveau émotionnel, a une fonction essentielle dans la mémoire et dans les apprentissages. Elle permet aussi la reconnaissance et l'évaluation de la valence émotionnelle. Donc, nous, on va se pencher plutôt sur cette partie du cerveau. On sait qu'elle se développe à partir de 15e mois jusqu'à 5 ans, mais elle est bien connectée vers 7 ans et vraiment mature à l'entour des 15 ans. On va prendre un exemple pour vous montrer l'importance de la maturité des circuits cérébraux.
Je pense qu'on connaît tous ou on a tous déjà vu dans la rue ou dans un hypermarché un enfant en bas âge qui est en pleine ce qu'on appelle la crise de nerfs, c'est-à-dire qu'il va se jeter par terre, il va crier très fort, il va peut-être pleurer. En fait, cela nous montre que cet enfant n'est pas en capacité de régler seul ses émotions. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, il n'a pas la maturité cérébrale qui va lui permettre de gérer ses émotions. Donc, la prochaine fois que vous allez voir dans un hypermarché un enfant en bas âge qui va se jeter par terre et qui va crier, peut-être qu'on réfléchira 2 fois avant de dire que c'est un manque d'éducation. En fait, c'est un manque d'immaturité cérébrale. Pour développer toutes les régions cérébrales mentionnées précédemment, l'enfant a besoin d'être en lien avec le monde extérieur et de l'explorer. La mère, la première personne avec qui l'enfant rentre en contact, ainsi que d'autres fournisseurs de soins, par exemple le père, ça peut être les grands-parents, ça peut être une famille d'accueil. Donc cette première relation qui se forme entre l'enfant et la mère ou les autres fournisseurs de soins est très très importante. Le chercheur américain Bowlby parle de cette relation et en termes d'attachement. L'attachement, comme vous pouvez bien voir dans les diapos, peut être sécure, c'est-à-dire que l'enfant établit une relation sécurisée avec sa maman, qu'il se sent en confiance, qu'il se sent libre à explorer le monde extérieur, ou elle peut être insécure. Donc, c'est-à-dire que la relation avec sa maman est insécurisée. La maman qui, pour certaines raisons, peut être peut-être à son tour stressée ou peut être on parle beaucoup de la dépression postpartum. Donc, pour certaines raisons, la maman n'est peut-être pas dans une situation ou dans un contexte émotionnel positif. Donc, dans ce cas-là, on parle de l'attachement insécure qui peut être euh, ambivalent ou anxieux et évitant. Donc, au total, il existe 3 types d'attachement. L'attachement sécure, l'attachement ambivalent ou anxieux et l'attachement évitant. L'importance de cette relation, j'insiste sur elle, est montrée aussi par Denham et ses collègues en 2003. Ils montrent qu'il y a un lien positif entre la sécurité de l'attachement à la mère et plus tard l'attachement avec l'enseignant, par exemple, et la compréhension des émotions et la maîtrise de la colère. Et dans la diaporama, dans la photo que vous voyez, je vous ai mis le cercle de la confiance qui explique la position de l'enfant. Donc, si vous voulez, les mains peuvent être l'attention des parents qui est toujours à côté de l'enfant pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir lui montrer qu'ils sont là, pour qu'il puisse explorer d'une façon adaptée et d'une manière qui lui apporte du plaisir le monde extérieur. Ensuite, on va passer aux étapes du développement socio-émotionnel. Donc, on a parlé d'abord du développement du cerveau. Après, on a parlé de l'attachement, donc c'est la relation où les enfants expriment les émotions. Et maintenant, on va lister en fonction d'âge quelques aptitudes émotionnelles qui sont importantes. Donc, entre 0 et 12 mois, on parle de
auto-apaisement et régulation de l'attention qui favorise la coordination des actions. En fait, ce sont des prérequis pour ce qui va être après la régulation des émotions. Donc, comment est-ce qu'on peut observer ça? Par des jeux sociaux et des activités qui se font à tour de rôle, par exemple faire un coucou, ou par un usage des signaux socialement instrumentaux, faire semblant de pleurer pour attirer l'attention, etc. Entre 12 mois et jusqu'à à peu près 2 ans et demi, on observe une émergence de la conscience de soi et de la conscience de sa propre réaction affective. Cette aptitude, on peut l'observer dans des activités où on fait la discrimination entre les émotions des autres et leur importance, et on peut observer les premières formes d'empathie et d'action prosociale. Ensuite, entre 2 et 5 ans, l'enfant développe ce qu'on appelle l'accès symbolique et qui va favoriser la régulation des émotions. Donc ça, on va le voir dans un comportement prosocial et compatissant envers les autres. Et on verra que les enfants, ils vont reconnaître plus facilement les émotions des autres, mais aussi leurs propres émotions. Je vais m'arrêter un petit moment maintenant pour m'excuser pour les fautes d'orthographe, parce que j'en ai vu une tout à l'heure. Et puis, pour vous préciser que si pour des raisons de connexion ou parce que le français n'est pas ma langue maternelle, vous avez eu des moments où vous n'avez pas compris tous les concepts, n'hésitez pas à nous faire remonter ça dans les commentaires et une fois que la présentation est finie, on va revenir là-dessus. Merci. Donc, on va continuer avec les stades du développement socio-émotionnel. Donc, entre 5 et 7 ans, la conscience de soi, elle est bien développée et on va commencer à voir les émotions qui sont liées à ça. Par exemple, la honte, l'embarras. Et on va essayer de travailler sur ça pour aider l'enfant à réguler ses émotions. Donc là, on va voir dans les activités des enfants une compréhension précoce des scénarios émotifs. Entre 7 et 10 ans, on va voir que la résolution des problèmes est adoptée comme première stratégie d'adaptation. Ensuite, entre 10 et 13 ans, on va voir que l'enfant, il est capable d'utiliser diverses solutions et des stratégies différenciées pour gérer le stress. Et c'est à ce moment-là où on va voir qu'ils ont une plus grande conscience à l'égard des autres, à l'égard des scénarios émotifs et de tout ce qui est rôle social. Et vers 13 ans ou pour d'autres vers 15 ans et après, on va voir que l'enfant développe une conscience de ses propres cycles des émotions qui facilite l'adaptation intuitive. C'est-à-dire quoi? Un cycle des émotions, ça veut dire que maintenant on peut être triste, qu'ensuite on peut être content, qu'ensuite on peut être peut-être de nouveau triste, qu'il y a une alternance entre les émotions qu'on ressent et bien sûr qu'on peut ressentir plusieurs émotions en même temps. Donc, on va voir cette prise de conscience sur les propres cycles des émotions qui va être vue dans la communication avec les autres et qui va influencer et qui va nuancer les relations avec les amis, avec la famille, etc. Donc, on va passer à la deuxième partie de ma présentation, qui est la partie pratique, j'ai envie de dire. Donc, cette partie, je vais la présenter en 5 étapes. Donc, j'ai pris les 5 compétences émotionnelles principales et pour chaque compétence,
j'ai apporté un exemple des outils que j'utilise dans mes ateliers avec les enfants neurotypiques. Donc, la première compétence émotionnelle, c'est identifier ses émotions et celles d'autrui. Pour cette compétence émotionnelle, j'ai choisi de vous montrer le jeu Mes émotions d'Isabelle Filiosat. Donc, on a un sac et à l'intérieur du sac, on a 7 émotions. En sachant que normalement, je travaille surtout sur les émotions de base ou les 6 émotions qu'on appelle universelles, c'est-à-dire la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Moi, je travaille beaucoup sur la joie, la colère, la tristesse, parfois la peur. Mais dans ce sac, il y a plusieurs émotions, aussi la honte, l'amour. Donc, dans une première étape, je vais demander à l'enfant de piocher une émotion. Il va identifier, il va nommer l'émotion et dans une deuxième étape, je vais lui demander de mimer cette émotion. Donc, dans cette première étape, il a identifié et nommé l'émotion et la compétence de mimer, c'est un prérequis qui va préparer l'enfant à pouvoir exprimer plus tard ses émotions dans une manière adaptée. On va passer maintenant à la deuxième compétence intellectuelle, c'est-à-dire comprendre ses émotions et celles d'autrui. Dans mes ateliers, j'utilise beaucoup le livre La couleur des émotions et les fiches du cahier des émotions de Isabelle Filiosa. Et en effet, je vois que quelqu'un est en train de nous faire un petit commentaire. Merci beaucoup. En effet, ce cahier a été mis en téléchargement gratuit pendant cette période du confinement. Donc, n'hésitez pas de regarder sur Internet. Vous allez le trouver et il est très utile. Donc, le livre La couleur des émotions, je l'utilise pour expliquer aux enfants les raisons pour lesquelles on ressent l'émotion dans notre corps, dans notre cerveau. Et pareil pour le cahier Mes émotions, parce qu'il y a un double travail. C'est-à-dire qu'on va comprendre l'émotion au niveau du corps. Donc, par exemple, si je suis triste, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis triste? Ou on peut prendre un exemple qui illustre encore mieux, c'est la peur, par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps quand on a peur? Comment est-ce qu'on ressent le rythme cardiaque? Est-ce que notre voix, elle tremble ou pas? Par exemple, je vais faire encore une illustration plus actuelle. Maintenant, je suis en train de faire ce live. Vous ne me connaissez peut-être pas, ou pour ceux qui me connaissent déjà et qui regardent ce live, ils peuvent se rendre compte que dans ma voix, on observe ou on entend un petit tremblement, ce qui veut dire que je suis peut-être un peu nerveuse. Voilà. Donc, je reviens au cahier Mes émotions. Donc, dans un premier temps, on va insister sur à comprendre ce que les émotions font dans notre corps. Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans la pensée quand on ressent une émotion et pourquoi on ressent cette émotion, bien sûr. Ensuite, une fois que l'enfant est capable de identifier et de comprendre ses émotions, mais aussi les émotions des autres, on va travailler sur la manière d'exprimer les émotions.
il faut savoir que cette manière d'exprimer doit être socialement acceptée. Donc, pour exprimer l'émotion, moi, j'utilise beaucoup cette roue des émotions. C'est devenu une routine pour moi. Je commence chaque atelier à faire la roue des émotions et je finis chaque atelier avec la roue des émotions. Donc, si vous, j'espère que c'est assez clair dans l'image. Cette roue d'émotions, on va exprimer l'émotion, si vous voulez, en 3 étapes. Pour les enfants tout petits, on peut s'arrêter à la météo des émotions. Donc, vous voyez l'arc-en-ciel, le soleil, et chaque météo, elle est associée, si vous allez plus loin, par exemple, le soleil, l'arc-en-ciel est associé avec la joie. Et ensuite, pour chaque émotion principale, la joie, la peur, la tristesse et la colère, on a 5 adjectifs qui expriment un peu plus nuancé l'émotion. Par exemple, pour l'émotion, la joie, on a les adjectifs suivants: joyeux, confiant, vivant, content et euphorique. Et ensuite, et c'est ça qui va nous préparer, qui va préparer l'enfant pour développer la compétence émotionnelle suivante, qui est la régulation des émotions, est aussi donc ce qui est important, c'est de ce que j'ai besoin. Et je vais vous donner un exemple. Donc, si on dit qu'au niveau de la météo d'émotion, je suis pluie et que je me sens inquiet, et j'ai besoin de reconfort, d'un câlin, de la tendresse. Donc, ce qu'on essaye de faire avec cette roue des émotions, c'est que l'enfant exprime son émotion, mais qu'il peut nous exprimer aussi son besoin pour que nous, on puisse l'accompagner afin qu'il réussisse à gérer ses émotions seul. Donc, on va passer à la 4e compétence émotionnelle, qui est la régulation des émotions. Et comme vous le savez très bien, il s'agit de savoir gérer son stress et ses émotions lorsqu'elles sont inadaptées au contexte. Et c'est une compétence émotionnelle qu'on va la développer pendant toute sa vie, même en étant adulte. Et bien sûr, comment est-ce que je travaille sur la régulation des émotions? J'aime beaucoup les scénarios sociaux. Qu'est-ce que c'est un scénario social? Un scénario social, c'est une petite histoire où vous allez raconter une situation dans la vie de l'enfant. Par exemple, je vais prendre un exemple. Beaucoup de parents me disent que ils ne savent pas comment gérer la frustration quand l'enfant il perd il est en train de jouer au Monopoly avec son frère, par exemple, il perd et il va se mettre en colère, il va commencer à pleurer. Pour travailler sur la gestion d'une manière adaptée à cette frustration, on peut faire une histoire qu'on appelle un scénario social et dans lequel on va expliquer en détail, on va faire un petit scénario en disant les 2 enfants vont se mettre à table et vont commencer à jouer et on va arriver au moment où le jeu se finit, il est en train de dire son frère qui lui dit: j'ai gagné, et l'enfant qui commence à pleurer et à exprimer sa colère. Et ensuite, on va transmettre parmi ce scénario aussi une manière adaptée de gérer cette émotion. Donc ici, c'est à vous de voir en fonction de l'enfant que vous accompagnez, de faire peut-être même avec lui, de faire ensemble une fin dans laquelle vous donnez une
façon adaptée d'exprimer sa frustration. Donc moi, j'utilise le petit théâtre des émotions. C'est des petites marionnettes en carton et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé pendant cette période du confinement puisque mes ateliers, je n'ai pas pu les faire en présentiel et du coup, je me suis filmée en train de, faire ces scénarios, sociaux et j'ai envoyé aux parents et en tout cas, le retour a été, très positif. Et la dernière, compétence émotionnelle, c'est, heu, utiliser ses émotions et celles d'autrui pour faciliter la pensée et l'action. Et il s'agit ici de l'influence des émotions sur le développement cognitif. Avant de passer à la, prochaine étape, j'aimerais bien parler de quelques outils qui sont plutôt des outils, numériques. Donc, il s'agit, des vidéos, qu'on peut très bien les trouver sur YouTube, ou si vous avez acheté le livre Calme et attentif, c'est des vidéos, qui parlent de la méditation, pour les enfants, que moi j'ai utilisé déjà avec, les enfants que je travaille. Ils aiment bien. Parfois, je propose en parallèle, aussi, un mandala. Un mandala, c'est-à-dire un dessin qui permet à l'enfant de se poser et de se calmer et il peut le faire en parallèle, qu'il écoute cette vidéo sur YouTube. Et bien sûr, on peut utiliser des applications sur la tablette, sur les téléphones. Donc moi, j'ai déjà commencé à, présenter l'application ImoFace aux enfants. Donc dans cette photo que vous voyez, sur la diapo, on va prendre l'exemple donc l'enfant exprime, la photo de l'enfant, il exprime une émotion. Donc, pour que l'enfant puisse donner la réponse correcte, il faut qu'il utilise d'abord la compétence émotionnelle d'identification de l'émotion, c'est-à-dire que d'abord, il doit identifier l'émotion du garçon et après, il doit identifier toutes les autres émotions de Maïra et doit pouvoir après associer l'émotion de Maïra avec l'émotion, de l'enfant qui est dans la photo. Donc, avec, l'application ImoFace, on peut travailler sur plusieurs, compétences émotionnelles. Donc j'ai parlé de la première, la compétence d'identification. Ensuite, il y a aussi la possibilité de, reconnaître toutes les expressions faciales et de jongler, si vous voulez, avec le visage, de mettre les sourcils plus ou moins hausses, de faire un sourire plus ou moins large. Donc c'est très intéressant. Donc je vous invite à regarder cette application et puis je suis en contact avec Adela et Maïra et je sais qu'elles sont en train de travailler sur l'application et d'améliorer en fonction de retours qu'ils ont eu par des professionnels qui travaillent déjà sur les émotions avec des enfants neurotypiques, mais aussi bien avec des enfants en situation de handicap, notamment des enfants autistes. Les études de neurosciences aujourd'hui nous confirment l'importance des émotions dans nos vies. Les émotions facilitent et optimisent le développement des fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire et la prise de décision. Dans une étude, Béchara et ses collaborateurs montrent qu'un dommage au niveau du cortex préfrontal ventromédian empêche la capacité à utiliser les émotions nécessaires à guider les décisions dans une direction avantageuse. C'est-à-dire que si on a des lésions cérébrales au niveau
soit du cerveau limbique, soit au niveau du cortex préfrontal où on a d'autres structures cérébrales qui sont impliquées dans la régulation des émotions, la reconnaissance des émotions, l'incapacité d'utiliser ces émotions va empêcher la personne de prendre une décision, une bonne décision si vous voulez. Il est capable de prendre une décision, mais c'est plutôt une décision qui n'est pas réfléchie et qui peut être en son désavantage. Ensuite, parce que on se pose souvent, ou on me pose souvent cette question, mais Alina, bon d'accord, tu travailles sur les émotions, d'accord, c'est important, mais pourquoi les émotions sont si importantes dans nos vies? Alors, il y a une fonction qui est très très importante et c'est la fonction adaptative. C'est-à-dire que les émotions nous sont comme des messages qui nous transmettent si les situations du monde extérieur sont dangereuses ou pas. Donc, si on a en face de nous une situation que nous, on va la percevoir dangereuse, on va avoir ce qu'on appelle les émotions négatives. Si on a en face de nous une émotion qui est qu'on ne va pas juger dangereuse, on va plutôt avoir des émotions qu'on appelle des émotions positives. Personnellement, je n'aime pas et je n'utilise pas beaucoup émotions négatives ou émotions positives parce que je pense que l'émotion représente un message, euh, un message qui va nous dire quelle est la manière la plus adaptée à, à, à agir pour s'adapter à la situation de vie qu'on a en face de nous. Et si on va appeler les émotions positives et négatives, on induit déjà une perception de la situation qui va être, qu'on va la percevoir dangereuse. Donc, je ne sais pas si je me suis fait bien comprise, mais n'hésitez pas en tout cas de nous envoyer dans vos commentaires. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus à la fin de ma présentation. Et un autre rôle très important, c'est aussi la plasticité cérébrale. Donc, ce qui est très important, c'est que les émotions en lien avec l'attachement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vont nous dire quelles sont les expériences envers lesquelles on va aller avec plus de facilité. Et si cette expérience-là vont être des bonnes expériences, cela va permettre à développer une intelligence émotionnelle et sociale, mais aussi tout ce qui est fonction cognitive. J'avais déjà précisé en avant l'attention, la mémoire, la prise de décision. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation et maintenant pour parler encore plus, pour que vous compreniez mieux ce que ça veut dire la plasticité cérébrale, je vous invite à regarder cette vidéo faite par Céline Alvarez qui parle de la plasticité cérébrale. Cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie
qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste, spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Alors, je pense que la vidéo est finie. Adela, est-ce que tu peux me confirmer ça, s'il te plaît? Oui, oui, elle est bien fine. D'accord. Donc, je vous ai mis les articles dont je vous ai parlé sur des études qui sont faites sur les émotions. Je peux laisser un petit moment si vous voulez les noter, mais de toute façon, je pense qu'il y aura un lien avec les diapos. C'est ça, Adela? Oui, la diapo est bien visible maintenant. Oui, mais je veux dire, vous allez peut-être envoyer un lien avec la présentation et les slides. Oui, Ou voilà. Donc, je peux passer au slide suivant. oui. Voilà. Bon, en fait, ma présentation est finie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai pu apporter quelques réponses concernant le travail autour des émotions. En tout cas, à la fin de la présentation, j'aimerais bien faire avec vous, que je partage avec vous, la roue des émotions. Donc, je suis très contente, en termes de météo, je suis arc-en-ciel, de pouvoir partager avec vous aujourd'hui mon expérience sur mon travail que je fais autour des émotions. Donc, voilà la présentation.
je vous remercie encore une fois. Et puis, on sera très content de répondre à vos questions. Adela, je te passe la parole. Adela? Oui. Alors maintenant, on te voit bien. D'accord. Alors, merci beaucoup, Alina. C'était super intéressant. Juste quelques observations. Je pense qu'on a eu un peu de problème avec la vidéo. Oui. La dernière partie n'a pas été visible. Oui, je vois ça dans les commentaires. Oui, donc on va tout donner, les vidéos et les slides et toute la bibliographie, toutes ces informations. On va les laisser disponibles sur notre page Facebook et également Bien sûr. on va envoyer par newsletter. Du coup, vous pouvez également vous inscrire au newsletter et on va tout envoyer. Très bien, merci Adela. Oui, et pour les personnes qui n'ont pas pu mettre des commentaires, vous pouvez toujours le faire. En fait, vous devez aller sur notre page Facebook, trouver la vidéo live sur la timeline. Et ensuite, alors Adela, il y a des gens qui disent qu'ils ne t'entendent pas très bien. Je pense que la deuxième personne, c'est toi. Est-ce que tu peux régler ton son? Parce qu'apparemment, on ne t'entend pas très bien. oui. Alors, oui. Donc moi, je t'entends très bien, mais je ne sais pas si eux, ils t'entendent très bien aussi. Oui, je vais devoir répéter, désolé. Donc, en gros, merci Alina, je répète tout ça. Donc, toutes les informations, les slides et la vidéo qu'on vous a montré à la fin, on va les mettre disponibles sur notre page Facebook. J'espère que là, c'est mieux. Et ensuite, très bien. Donc, toutes ces infos sont disponibles sur notre newsletter. On va vous envoyer une email si vous êtes inscrit dans notre newsletter. Et également, tout sera disponible sur notre timeline. Et une autre information, c'est que si vous voulez mettre des commentaires, poser des questions, maintenant c'est la partie des questions, vous pouvez le faire sur notre timeline. Donc, allez directement sur la page Facebook de ImoFace, Timeline, trouvez la vidéo live et là, vous avez la partie commentaires disponible. Donc, j'ai également des questions et je vois déjà une. Oui, j'en ai vu une, je l'ai notée. D'accord. Donc, Alina, tu peux... Donc, je vais lire la question. Donc, bonjour Laetitia. C'est bien la même question que tu as vue, c'est la question de Laetitia. Est-ce que pour les enfants autistes, vous travaillez les émotions dans le même ordre que celui de 5 étapes que vous avez présenté? Alors, oui, parce que ces 5 étapes ne sont pas par hasard. Donc, en fait, pour pouvoir exprimer les émotions, on doit d'abord pouvoir les identifier et comprendre pourquoi on ressent cette émotion au niveau du corps et au niveau de la pensée, c'est-à-dire pourquoi quand je suis triste, je pense à quoi. Est-ce que cette réponse vous convient ou vous voulez que je rentre plus dans les détails, Laetitia? Donc, je suis en train de lire une deuxième question de Marie. À quelle fréquence un référent peut utiliser cette roue des émotions avec les enfants dans la journée? J'imagine que trop souvent est pénible. Je pense à la situation du Covid et du stress actuel. Alors, moi, j'ai précisé que j'utilise la roue des émotions en début de l'atelier et à la fin. Donc, mes ateliers durent à peu près 1 heure, 1h15. Donc, en effet, si on l'utilise tous les heures, ça va frustrer l'enfant, mais vous pouvez très bien l'utiliser
le matin, par exemple, je pense à une journée pendant le confinement et à la fin de la journée. Et comme ça, vous allez aussi apprendre à votre enfant que l'émotion qu'il a eue le matin elle a pu changer pendant la journée et peut-être que le soir, il a une autre émotion. Et la plupart du temps, il ne parle pas de la même émotion. Voilà. En attendant, autre question, moi j'avais aussi quelques-unes. Bien sûr. Je m'intéressais, par exemple, par rapport aux outils mentionnés ou d'autres. Comment est-ce qu'on peut les adapter pour les enfants et les personnes en situation de handicap, notamment les personnes autistes? C'est une très bonne question puisque je me suis posé cette question avant de commencer mon travail en IME. Je n'ai pas précisé, mais dans l'Institut médico-éducatif, j'utilise aussi, j'anime des ateliers autour des émotions. Mais bien sûr, j'adapte mes outils parce qu'on sait très bien qu'on a en face de nous, de moi et les éducateurs spécialisés qui participent aux ateliers, des enfants qui ont une compréhension beaucoup plus déficitaire qu'un enfant neurotypique, qui a des difficultés attentionnelles et de concentration et qui souvent n'a pas le langage. Donc, d'abord, ce que je fais, je vais prendre l'exemple du livre La couleur des émotions, puisque je l'ai déjà utilisé en IME. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté l'histoire que je raconte. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé des phrases simples, courtes, parce qu'un enfant qui n'a pas acquis très bien le langage ou qui l'a acquis, mais qu'il a des difficultés à comprendre tout ce que je dis. Et puis, il faut toujours écourter. Si en temps normal, l'histoire, le livre La couleur des émotions peut durer jusqu'à 10 minutes pour un enfant neurotypique, moi, je la coupe, on va dire que je me débrouille pour pour que ça soit 5 minutes quand je la présente aux enfants en situation de handicap. Voilà. Donc, l'adaptation, ça sera au niveau de la présentation, c'est-à-dire qu'il faut présenter clair et simple et concis, et sur la durée, parce qu'on sait que l'attention n'est pas aussi bien développée que pour un enfant neurotypique. Et notamment pour les personnes non verbales? Alors, pour les enfants non verbales, ils sont tout à fait capables de suivre l'histoire. Je me penche toujours sur l'histoire de La couleur des émotions. Par contre, la difficulté avec les enfants non verbaux, c'est comment est-ce qu'eux, ils peuvent nous communiquer ce qu'ils ont compris. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit on utilise des pictos. Donc, à la fin de l'histoire, je peux très bien poser la question est-ce que cette histoire vous a plu ou pas? Est-ce que vous vous sentez content ou plutôt pas content? Donc, à ce moment-là, les enfants ont des pictos devant eux et ils peuvent montrer la picto avec l'émotion content. Ou s'ils ne sont pas contents et qu'ils n'ont pas apprécié mon histoire, ce qui peut arriver, bien sûr, ils vont nous montrer une picto avec être soit en colère, soit triste, soit ça dépend de picto qu'on donne aux enfants. Ou un autre exemple, moi je suis en train de créer un projet, notamment pour les enfants non verbaux. Je suis en train de faire des bracelets. Donc, j'ai gardé la couleur des émotions du monstre, c'est-à-dire qu'on a rouge pour la colère, on a vert pour la sérénité, on a bleu pour la tristesse, on a jaune pour la joie.
Et ce que j'ai envisagé, c'est par exemple, pour les enfants en situation de handicap avec lesquels je travaille, au tout début de la journée, ils ont un moment d'accueil. À ce moment-là, les éducateurs spécialisés, ils vont poser la question: comment vous vous sentez aujourd'hui? Et chaque enfant va choisir le bracelet pour exprimer son émotion, qu'il va le mettre sur sa main. Et comme ça, il peut nous communiquer qu'aujourd'hui, il est triste, il est en colère, par exemple, ce qui va énormément aider l'accompagnement de l'éducateur pendant toute la journée. Parce qu'on ne va pas travailler de la même manière avec un enfant qui est en colère ou qui est triste, ou qu'avec un enfant qui est joyeux. Voilà. D'accord. Donc, on a de nouvelles questions. Alors, je suis en train de lire la réponse de Laetitia parce qu'elle me dit: j'ai eu une coupure, mais il reste que l'enfant avec l'autisme aura besoin d'éprouver lui-même l'émotion avant de la comprendre. Alors, ce que moi j'ai utilisé et j'avais même précisé à un moment dans ma présentation, je pense, c'est que, par exemple, le sac avec les émotions. Donc, d'abord, on peut demander à l'enfant de dire ce que c'est l'émotion, mais pour l'enfant autiste, on va dire, on ne va pas lui demander. Et après, on va lui demander de mimer l'émotion. Mais si ça, c'est compliqué pour l'enfant, on peut aussi lui dire: imite-moi. Donc, on va dire: imite-moi et tu vas sourire. Tu dis: imite-moi et tu fais une trace. Donc, ça va permettre à l'enfant de pouvoir, c'est des prérequis pour pouvoir exprimer plus tard cette émotion. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je regarderai si Laetitia va nous répondre. Okay. Il y avait aussi la question de Michel Saison. Alors, si tu peux la lire parce que je ne la vois pas. D'accord. Merci pour la présentation. Quelle différence entre identifier une émotion et la comprendre? La comprendre veut dire savoir décrire ce que cela fait en soi ou pourquoi on éprouve cette émotion. D'accord. En fait, la personne, elle a expliqué déjà. Donc, identifier et nommer, je rajoute. Donc, c'est pouvoir dire l'enfant est triste. Mais comprendre, c'est l'enfant est triste parce qu'il n'a pas vu ses grands-parents depuis 2 mois. Donc, c'est ça la différence entre identifier et la compréhension. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que pourquoi, donc il est triste et qu'est-ce qu'il ressent au niveau de son corps. Donc, quand j'ai parlé de la compréhension des émotions, c'est très important de toujours faire le lien entre ce qu'il ressent dans le corps et ce qu'il pense. D'accord. Alors, il y a une autre question. Jeanne, bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai une question. Je travaille avec des enfants déficients visuels, donc malvoyants et non-voyants. Existe-t-il des supports adaptés? Alors, ça, je n'ai jamais travaillé avec des enfants déficients visuels et du coup, je ne me suis pas forcément intéressée, mais je pense que pour avoir eu déjà quelques contacts avec des personnes malvoyants, c'est que eux, ils sont capables de reconnaître les émotions dans la voix de la personne. Et parce que leur cerveau s'adapte et tout ce qui prend comme tout ce que en monde normal, nous on utilise les parties de cerveau pour la vue, elles vont être, il y a des mécanismes compensatoires et du coup la personne malvoyante, elle aura d'autres capacités à comprendre le message par d'autres moyens. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui sera important, c'est de beaucoup travailler sur
ce qu'ils ressentent dans leur corps et éventuellement de voir de vraiment leur poser la question, si c'est des adultes ou même des enfants, si dans la voix de la personne, on sent une différence en fonction de chaque émotion. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais je donne juste une hypothèse et c'est à essayer. D'accord. Lorsqu'on a encore quelques minutes, j'avais une autre question. Bien sûr. Quand on travaille avec une personne adulte avec déficience intellectuelle, comment est-ce qu'on travaille avec elle et est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec enfant ou avec adulte avec déficience? Alors, c'est bien que tu m'as posé cette question parce qu'en effet, mais ça, il s'agit du travail sur les émotions, mais du travail en général, le travail avec un adulte ne peut pas être pareil que le travail avec les enfants. C'est-à-dire qu'on peut en effet travailler sur les mêmes compétences émotionnelles, mais les activités qu'on va proposer et le contenu qu'on transmet, il doit être adapté à son âge chronologique. Même si nous, on propose des activités et les compétences qu'on essaie de développer, ce sont des compétences qui ne sont pas d'un âge développemental égal avec l'âge chronologique. Par exemple, si on va apprendre à un enfant quelles sont les situations quand tu te sens content, par exemple. Donc, un enfant qui est petit, peut-être qu'il va nous dire, quand je regarde mes dessins animés, quand je joue avec mon frère, quand je mange un gâteau. Et ce qu'on essaye de voir avec l'adulte, c'est que, bon, il y en a aussi une bonne partie des adultes en situation de handicap qui continuent d'aimer et qui regardent les dessins animés, mais on va essayer plutôt de dire je suis content quand je regarde les dessins animés, je suis content que j'ai regardé tel ou tel film ou que j'ai regardé sur ma tablette tel ou tel clip ou que j'ai écouté telle ou telle musique. Donc, on essaye d'adapter les exemples, les activités, le contenu de tout ce qu'on transmet en fonction de l'âge chronologique plutôt et de l'intérêt de l'enfant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Il y a la question de Julien, tu la vois ou... Non, je veux bien que tu la poses, s'il te plaît. D'accord. J'espère que les gens m'entendent bien. J'essaie de m'approcher. Comment faire quand l'enfant n'a pas notion de son corps, ni même la notion d'une émotion, après une explication avec le livre des émotions? Il est content alors qu'il est triste et inversement. C'est un point. Alors, je vais juste répéter parce que comme je sais que les gens m'entendent mieux, donc Adela, la question c'était comment est-ce qu'on travaille avec un enfant sur les émotions mais qui n'a pas conscience de son corps et qui il dit qu'il est content mais il est peut-être triste. C'est bien ça, Adela? Oui, pas la notion d'une émotion après une explication Voilà. avec le livre d'émotions et c'est un enfant qui a des troubles psychiques. D'accord. Ah, il a des troubles psychiques? Parce que, alors, donc ça, il y a deux choses. Donc, s'il s'agit d'un enfant qui a des troubles psychiques, il faut d'abord se questionner sur le fait, est-ce que ces troubles psychiques peuvent lui est-ce qu'elles peuvent faire que l'enfant n'est pas capable de reconnaître les émotions? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce trouble psychique peut engendrer des difficultés ou une incapacité d'exprimer les émotions? Si ce n'est pas le cas, on va vraiment, parce que là, la conscience et la schéma et l'image corporelle, elle est acquise
très tôt dans le développement de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'en travaillant en étroite collaboration avec un psychomotricien, c'est un spécialiste qui travaille beaucoup sur le lien avec le corps et avec l'extérieur et comment est-ce qu'on construit notre perception du monde extérieur en 3D. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, en institution, on travaille souvent en collaboration avec le psychomotricien et on essaye de voir quels sont déjà les acquis concernant la connaissance. Est-ce que au moins cet enfant, si c'est un enfant, est-ce qu'il est capable de nommer les parties de son corps? Parce que s'il est même pas capable de nommer les yeux, la bouche, qui sont impliqués dans tout ce qui est expression faciale, c'est sûr que ça va être très compliqué de lui demander quelle émotion tu ressens. Donc, il faudra faire un travail en amont sur le chemin corporel, sur l'identification des parties du corps qui sont impliquées dans l'émotion et voir, voilà, avec le psychomote, ce que lui, il peut faire de son côté et voir ce que vous, en tant que psychologue, vous pouvez faire de votre côté. On est pile à 1 heure de présentation. Merci beaucoup, Alina. Est-ce que tu as un dernier message ou conseil pour les parents et les professionnels dans cette situation très particulière? Alors, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre attention, pour vos questions. N'hésitez pas à laisser encore des questions et comme elle disait Adela, vous pouvez aussi, on va essayer de répondre ou vous envoyer tous les liens et d'autres matériaux concernant les émotions. Alors, mon message, ça sera souriez, puisque le sourire va vous induire au niveau du cerveau un état d'esprit positif. Donc, les situations de vie que vous allez rencontrer vont vous paraître beaucoup moins dangereuses que si vous êtes toujours avec un état plutôt de tristesse. Et le deuxième message, ça sera parler des émotions avec vos enfants. Laissez passer vos émotions devant vos enfants, mais expliquez toujours derrière. Parce que c'est ce qui va faire, ce qui va aider vos enfants à comprendre pourquoi ils ressentent les émotions. Pourquoi vous ressentez ces émotions? Parce que tous les 5 compétences que dont on a parlé aujourd'hui, les parents peuvent accompagner leurs enfants en les identifiant d'abord sur eux-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter de laisser voir votre enfant quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, mais avec la précision d'exprimer votre colère d'une manière adaptée. Voilà mon message. Mes 2 messages. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, est-ce que vous voulez qu'on prenne une dernière question ou on va s'arrêter là, comment vous voulez? Est-ce qu'on a d'autres questions déjà? On a beaucoup de remerciements. On ne voit pas une autre question. Bon, on attendra d'autres questions, même sur votre page oui, exactement. Facebook, sur ImoFace. Et puis, Adela et Mayra pourront passer les questions. Et oui, si voilà. vous nous écrivez des messages privés, on va ensuite donner la réponse directement. Et comme déjà précisé, tous les slides, voilà. réponse, on va les envoyer par mail. Et la vidéo reste bien en replay. D'accord. Et bon, je verrai ça avec Adela et Mayra, mais si vous avez des questions très précises, on peut même peut-être que vous nous mettez directement en contact et que je réponde. On verra par quel moyen.
si vraiment il y a besoin d'une réponse ou d'un échange beaucoup plus important concernant une problématique sur les émotions, moi je serais très contente de partager et d'échanger avec vous sur ça. Super, merci beaucoup. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que la période de déconfinement se passe bien pour vous. N'hésitez pas d'en parler de toutes les émotions que vous avez expérimentées pendant cette période de confinement. C'est très important. Et puis, profitez bien du reste de la semaine. Au revoir. Au revoir.